Et salut tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la deuxième partie de la vidéo sur l'évolution des bateaux sur le Vendée Globe et sur les différents Vendée Globe. J'avais prévu au début de faire cette vidéo en deux parties. Vous avez eu la première partie il y a quelques semaines et aujourd'hui vous avez la deuxième partie. Mais dans une semaine vous aurez une troisième partie parce que j'ai 1h08 d'enregistrement. Donc je vais pas vous faire une vidéo de plus d'une heure. Donc je vous fais aujourd'hui les IMOCA de 2008 au Vendée Globe 2016 et ensuite vous aurez une vidéo dans une semaine sur les IMOCA de 2020 et de 2024. Je rappelle à tous ceux qui ne sont toujours pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos et parce que ça m'aide énormément. Vous faites grandir la communauté et ceux qui sont déjà abonnés, je vous adore, vous êtes les meilleurs. Et si vous l'avez toujours fait, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. On commence tout de suite du coup avec le Vendée Globe 2008. On s'était laissé sur la dernière vidéo avec le Vendée Globe 2004-2005 et bien on commence maintenant avec le Vendée Globe 2008-2009 où l'évolution a vraiment continué et où on a eu vraiment plusieurs sortes de bateaux et c'était plutôt sympa à suivre. Et donc là on voit le bateau vainqueur, le bateau qui a gagné, Foncia avec Michel Desjoyaux. Et on voit directement des formes de coque. Alors les bateaux étaient de nouveau assez larges, mais des formes de coque très travaillées, comme vous pouvez le voir par exemple à l'arrière. On n'est plus du tout arrondi. On avait commencé à voir ça sur le Vendée Globe 2004-2005. Et là 2008-2009, il y avait quasiment plus de bateaux avec des formes arrondies, totalement arrondies. Là on voit que ça commence vraiment à être travaillé quoi. On voit aussi l'apparition des cockpits couverts. Michel Desjoyaux avait une casquette amovible, donc en fait il pouvait tirer dessus pour s'abriter quand il manœuvrait. Ce qui était plutôt pas mal. Ce bateau là vous pouvez le retrouver sur ce Vendée Globe, le Vendée Globe 2024-2025, puisque c'est le bateau de Violette d'Orange. Voilà, c'est le bateau avec lequel court Violette d'Orange. Et donc là ce qui est sympa c'est qu'on peut voir un peu l'évolution. On peut voir un peu les différences entre Foncia et Groupe Belle par exemple, qui a été une des références de ce Vendée Globe, malgré le fait que Groupe Belle n'a pas été très loin malheureusement à cause d'un dématage, si je me rappelle bien, sur le Vendée Globe 2008-2009. Mais par la suite, Groupe Belle a été le bateau à regarder. Ça a été une des références. Foncia, il a gagné le Vendée Globe, après c'était un peu moins. Ah, il a gagné aussi la Barcelona, la dernière Barcelona World Race, sous les couleurs de Cheminée Poujoula, si je me rappelle bien. Si je me rappelle bien, je crois que oui. On peut regarder, hein, mais il me semble que... Ouais, Cheminée Poujoula, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ouais, c'est la première de la Barcelona World Race en 2015. La dernière Barcelona World Race qui a été faite. Et après, c'est devenu Yes Wiki, mais voilà. Mais, et il a appartenu aussi à Jérémy Bayou. Malheureusement, il a abandonné avec aux îles du Cap-Vert sur le Vendée Globe en 2012. Mais on voit déjà encore l'évolution avec des formes plus travaillées. Mais c'était pas le seul qui avait une forme travaillée. Par exemple, Safran qui a vraiment été la référence par la suite, qui a gagné la Tornado Jack Vab 2009, qui était vraiment un super bateau. Alors maintenant c'est MACSF, donc le bateau d'Isabelle Josque. Maintenant il a des foils, mais à l'époque c'était vraiment une référence ce bateau. Alors par contre lui il n'y avait pas un cockpit couvert. C'était un peu couvert mais il n'y avait pas de casquette amovible. Là on voit vraiment les différences, vous voyez. Les différences de carène. C'était pas tous les mêmes architectes. Le bateau de Michel Desjoyaux, c'était un plan phare, si je me rappelle bien. Le PRB, c'est des catégories Nomex. Oui, ça devait être un plan phare. De toute façon, c'était le même que PRB. Donc PRB qui avait pas terminé le Vendée Globe, mais qui avait été classé 3ème puisqu'il avait été sauvé. Oui, ça, plan phare. Il avait été faire le sauvetage de Jean Le Cam, mais il avait dématé suite à ça. Donc il avait été reclassé 3ème. Mais on va garder PRB quand même dans un coin parce que même si c'est un sister ship, vous allez voir qu'il y a des petites différences qui ont été faites après la mise à l'eau.
Mais là, voilà, on peut vraiment comparer sur ce Vendée Globe plein de formes de carènes différentes. Plus ou moins arrondies, plus ou moins marquées. Des cockpits différents avec des barres à roues. Par exemple, pour Aviva, barres à roues. C'était la même chose pour Groupe Bell. Et là, des barres franches. Enfin voilà, plein de formes de bateaux différentes. Des chariots d'écoute de grand voile. Avec, enfin, des rails de chariots d'écoute de grand voile arrondis ou droits. Là, c'est droit, là, c'est arrondi. Ça joue un peu sur l'ouverture de la voile, pour faire simple. Le fait de le garder droit ou l'arrondir un peu, ça peut jouer sur l'ouverture un peu de la voile. C'est du détail, mais ça peut être très important. Là, par exemple, on peut comparer. Ce bateau-là, c'est un bateau de la génération 2004. Veolia Environnement, c'est un bateau de la génération 2004. Et Safran, bateau de la génération 2008. Alors, on voit qu'il y a quelques différences. Et surtout, ce qu'on peut voir, comme je disais, les formes de coque ont été retravaillées. Les formes de coque ont été retravaillées, mais aussi les petits détails. On commence à voir sur ce Vendée Globe, on commence à voir des petits détails sur les bateaux. Par exemple, au moment du départ, là on voit que là c'est tout droit. Sauf que par la suite, le bateau a été retravaillé un petit peu. Et on va par exemple voir, là on voit un espèce de trait. Je vais vous montrer, plus loin on a une photo où on le voit encore mieux, là ici. Ça c'est le début du travail sur le fait d'essayer d'éviter que les bateaux enfournent. Enfourner ça veut dire se planter dans la vague, pour faire simple. Bah c'est le début du travail pour éviter que les bateaux enfournent. Donc en 2008 on a commencé à travailler là-dessus. Et même si je pense qu'on travaillait déjà un peu dessus avant. Mais là on commence à faire des détails pour éviter ça. Et donc cette petite forme là permet qu'en fait le bateau s'appuie entre guillemets dessus. Et est censé relever un petit peu l'avant du bateau pour éviter qu'il enfourne. Et on la voit très bien là la forme. Voilà. Là pareil un bateau de la génération 2008. Vous voyez totalement différent, cockpit totalement différent. Forme de carène un peu différente. Et donc après ce bateau est devenu Akena Véranda avec Arnaud Boissière. Il a fait partie des bateaux qu'a eu Arnaud Boissière. Et après Initiative Cœur malheureusement qui n'a pas terminé le Vendée Globe. Et à l'heure actuelle c'est le bateau de Louis Duc. Parce qu'après il est devenu Bastille Sociaux. Maître Coq. Ensuite il est devenu le bateau de Benjamin. Non Clément Giraud pardon. Et ensuite, bah, malheureusement, il a brûlé. Et il a été refait par Louis Duc. Et donc actuellement, il est en course sur le Vendée Globe avec Louis Duc. Voilà. Et on va voir un dernier bateau de la génération 2008 pour confirmer un peu ce que je disais. Là, on retrouve par exemple sur BT, qui était le bateau de Sébastien Josse. On retrouve cette forme à l'avant pour éviter que le bateau enfourne. Tous ces petits détails. Et en fait, on commençait à travailler dans le petit détail. Et on commençait à vraiment avoir des formes de coque de plus en plus complexe. Et vous allez voir que sur le Vendée Globe 2012-2013 ça a été pire. Ça a été de plus en plus important. Et les formes de coque ont été de plus en plus travaillées. Là on voit DCNS qui est actuellement le bateau Lazare de Tanguy Le Turquet, qui a après passé sur le film en solitaire. Avec Birouf, justement on parlait des formes différentes aussi de cockpit. Bah là c'était un bateau à Birouf. Il y avait lui et il y avait Hugo Boss qui était en Birouf aussi, mais c'était un enfer. C'était un enfer Birouf. Et les deux sont pas allés très loin sur la course. Les deux sont pas allés très loin sur la course. Mais on voit voilà, les cockpits différents, il y avait plein de physionomies différentes entre les skippers. Et c'était super sympa. On passe du coup maintenant au Vendée Globe 2012-2013. Et on voit du coup le bateau vainqueur massif. Et là, comme vous pouvez le voir, vraiment, bah, les formes de coque ont été encore plus travaillées. Vous voyez là, c'est beaucoup plus travaillé. Alors on n'a pas la forme à l'avant, mais on a quand même une petite... vous voyez, il y a un petit renfoncement là. Ça, c'était aussi dans le but que le bateau enfourne moins. Et donc on peut voir vraiment des formes beaucoup plus... Là, il n'y a plus d'arrondi, quoi. C'est beaucoup plus spatulé, on va dire. Comme vous pouvez le voir, là, on voit vraiment que c'est spatulé, quoi. Là, ça vient comme ça. Là, il y a une partie plate. Et ensuite, ça vient comme ça. Et vous voyez, ça vient jusque là. L'avant est assez plat, mais jusque là. Et donc, même ça, en fait, même cette toute petite partie-là,
permettait déjà d'éviter que le bateau enfourne. Après, sur ces bateaux-là, on a retravaillé un petit peu ces bateaux-là par la suite. Et pour éviter vraiment qu'ils enfournent, on a même retaillé un tout petit peu sur certains de ces bateaux. On a même retravaillé un tout petit peu ici pour recouper. Par exemple, sur le sister ship de ce bateau, donc il y avait Massif et le bateau d'Armel le Clash. Voilà, je vous dirai ça, on dira ça. Le bateau d'Armel le Clash actuellement, c'est le bateau qu'a Arnaud Boissière sur le Vendée Globe actuellement. Et pour éviter que le bateau enfourne, on a recoupé un peu l'étrave. On l'a spatulé un petit peu, je pourrais vous montrer ça sur le Vendée Globe 2024. Même sur le 2020, il y avait déjà ça. On a recoupé un peu l'étrave pour que, au lieu que ce soit droit, au lieu que ce soit un peu à l'écart comme ça soit un peu comme ça. Ça a été coupé comme ça. Et donc du coup, en coupant comme ça, l'eau en fait vient taper dessous et relève le bateau et évite que le bateau enfourne. Et là on voit vraiment que c'est travaillé. Et donc le fait d'avoir un appui comme ça fait que quand le bateau s'appuie, le bateau gîte, il se retrouve sur une zone un peu plate. Bon, je fais simple, hein, je simplifie exprès les gens. S'il y a des spécialistes qui passent, je simplifie exprès. Le bateau s'appuie un peu dessus, et donc du coup, ça le raidit un peu. Et ça évite qu'il aille trop vite à la gîte, qu'il gîte trop rapidement en fait. En ayant un endroit un peu plat comme ça, en fait l'eau s'appuie dessus. Et on n'a pas cet effet toupie, ou cet effet balle en fait. Quand c'est une coque arrondie, il y a un petit effet balle en fait. Il n'y a rien qui arrête l'eau avant. Donc plus le vent monte, plus tu gîtes en fait. Et il n'y a rien qui retient l'eau en fait. Alors que là, en ayant une partie plate, en fait le bateau il se cale sur cette partie plate, où il se cale aussi, il peut aussi se caler l'eau. Le bateau se cale aussi sur ces rainures là. Et en fait, il se met comme sur un rail. Et donc en fait, le bateau, au lieu de continuer à agiter, il va se caler là-dessus. Jusqu'à un certain point, hein. Si vraiment il y a trop de vent, il va passer au-dessus et là ça va partir. Mais ça permet de gagner un peu de raideur à la voile. Et donc ce bateau est devenu après SMA avec Paul Meillat. Et après, donc il a gagné la route du Rhum en 2018. Il a gagné la route du Rhum en 2018 suite au problème à l'échouage de Alex Thompson. Et après, il est passé... après, c'est Clarisse Kremer qui l'a récupéré pour le Vendée Globe 2020. Sous les couleurs de... Voilà, vous m'avez compris. Et donc, du coup, maintenant, il est entre les mains de Benjamin Ferré. Voilà. On va regarder un autre IMOCA de cette génération-là, parce qu'il y avait plusieurs formes de bateaux aussi sur cette génération-là. Donc, il y avait les deux sister ships qui, pour moi, étaient au-dessus du lot, à savoir Massif et le bateau de Armel le Clash. Et il y avait des bateaux peut-être un chouïa en dessous, mais qui ont eu aussi quelques pépins. Donc, Jarback Paperek, avec une forme de coque un peu différente. Voilà, une forme de coque un peu différente. Vous voyez que là où sur Massif, sur le haut, ça revenait un peu et vous aviez vraiment plusieurs formes. Là, on est un peu plus droit, quoi. Il y a moins de formes. On a un cockpit bi-roof. C'est le dernier IMOCA à avoir été construit avec un cockpit bi-roof. Et qui a été passé après en mono-roof par la suite. Et on voit que voilà, il y a vraiment là un trait. On va appeler ça un trait. Il y a une partie là et ensuite ça pousse en dessous, quoi. C'est pas comme sur Massif où vous avez plusieurs... c'est vraiment découpé. Là c'est bam, c'est plat et bam. Donc c'est une forme de coque différente. J'ai pas dit l'architecte de Massif. Massif alors c'était construit chez CDK. Et c'est un plan Loriot Prévost et Guillaume Verdier. Voilà. Et là on était sur un plan Loriot Prévost et Guillaume Verdier aussi. Mais un peu différent, quoi. Après il faut savoir que les architectes qui construisent des bateaux, c'est aussi en fonction de ce que le skipper veut. Le skipper leur donne un cahier des charges. Il leur dit ouais, moi j'aimerais un bateau plutôt qui se comporte comme ça, machin. Et l'architecte fait en fonction, quoi. Donc c'est pas étonnant de voir deux bateaux un peu différents
deux bateaux du même architecte mais différents quoi. Faut savoir que Massif et le bateau de Armel Leclerc, Massif de François Gabard et le bateau d'Armel Leclerc étaient très inspirés, enfin avaient un peu d'inspiration du PR, enfin pas du PRB mais de Safran du Vendée Globe 2008. Il y avait quelques inspirations. C'est-à-dire qu'on cherchait à avoir des bateaux légers, ultra légers et très puissants quoi. On cherchait à avoir des bateaux légers et assez passe-partout. Pas j'ai dit puissant, mais non, pas vraiment spécialement très puissant, mais un peu passe-partout quoi. Et ça passait très bien. Et donc bah, après ce bateau, il est devenu Hugo Boss. Et après Bassidocio, et malheureusement, il a été perdu en mer sur le Vendée Globe 2016. Oui, ça 2016-2017. Avec Quito de Pavan quand il a tapé un cachalot et que le bateau est en train de couler. Et on a retrouvé des morceaux du bateau à Madagascar, je crois. Et voilà. Et le dernier bateau que je voulais vous présenter sur cette génération de Vendée Globe, c'est Cheminée Poujoula. Parce qu'on est encore sur une forme de coque différente. On a encore une forme de coque différente, comme vous pouvez le voir. Ça ressemble un petit peu, un tout petit peu à Virbac. Mais alors c'est un plan couille une jambe. Donc comme vous pouvez voir là, il y avait plusieurs architectes encore sur cette édition du Vendée Globe. Et par contre c'était un bateau, donc c'était un plan couille une jambe, donc un bateau très très puissant. Voire trop puissant en fait les plans. En fait, Johan Kuenjan, faut savoir que c'est un très bon architecte pour les bateaux en équipage. Par contre, sur le Vendée Globe, en fait, il fait des bateaux tellement puissants qu'ils sont quasi ingérables en solitaire en fait. Et surtout, c'est un des derniers bateaux, un des derniers IMOCA à avoir été construit avec un cockpit ouvert. Voilà, il n'y avait pas de protection. Voilà. C'était pas protégé du tout. Il y avait juste des petites bulles là pour s'abriter. Mais sinon, tu manœuvrais sous la flotte et tout. Donc bon. C'était pas... C'est le dernier bateau qui a été construit comme ça. Après, ils ont arrêté. Et le bateau a été cassé en deux pendant un convoyage au retour de Jacques Vabre. Et les deux morceaux ont été ramenés. Mais bon, bah, impossible de le refaire quoi. Impossible de le refaire. Mais on voit vraiment encore une forme de coque différente. Avec là pareil une partie plate et ensuite le fond de coque. Là où on peut revenir sur Massif, il y avait vraiment plusieurs découpages dans le but d'amener un peu plus de raideur quoi. Voilà, c'est vraiment différentes architectures, mais qui avaient toutes leurs points forts et leurs points faibles. Mais clairement sur ce Vendée Globe, enfin sur cette génération, les deux meilleurs bateaux, c'était le bateau de François et le bateau de Armel. Une chose dont je ne vous ai pas parlé sur les précédents Vendée Globe, parce qu'il n'y avait pas vraiment grand chose à voir, c'est les ponts, le pont des bateaux. Parce qu'avant les ponts étaient assez plats, alors vous aviez des fois des espèces de bordures pour pouvoir se caler, ou pour pouvoir faire passer tous les bouts. Mais sur le Vendée Globe 2012, on s'est retrouvé aussi avec des ponts plus travaillés. Par exemple, un pont en aile de mouette pour Massif. C'était la même chose pour le bateau d'Armel Leclerc. Et un retour ici. Alors ce retour-là, François expliquait qu'en fait c'est pour pouvoir mettre sa trappe ici. La trappe du coup qui permet d'aller dans la soute à voile. Et de sortir, ça permet de sortir les voiles plus facilement que si c'était mis en bas de l'aile de mouette. Voilà. Alors il n'y avait pas que ça, mais c'était en partie pour ça. Et donc on voit cette forme de pont en aile de mouette, alors qu'ils n'avaient pas tous, hein. Il y en avait qui avaient juste des ponts plats. On peut voir un petit peu derrière Groupe Belk, un bateau de 2008, c'était plat. Hein. Et là on le voit bien. On voit bien cette forme en aile de mouette. Et vous verrez que bah, c'est arrivé aussi. Voilà, là par exemple un bateau de 2008 c'est plat.
Et vous verrez que bah, ça a été repris sur des bateaux plus récents. Pas trop en 2012. Pas trop en 2016, pardon. Pas trop en 2016, oui, c'est ça. Par contre, en 2020, oui, vous allez le voir. Voilà. Et en fait, cette forme, elle permet de jouer sur le centre de gravité du bateau, sur le centre de poussée des voiles du bateau. Enfin, c'est plein de petits détails. Pour vous, ça semble insignifiant. Mais sur un bateau comme celui-là, un bateau de course, c'est giga important. Une dernière petite chose sur les bateaux de 2012, c'est que vous voyez que les dérives, elles étaient un petit peu inclinées déjà. Elles avaient une petite inclinaison. Et vous aviez une quille basculante. Il faut savoir que ces bateaux-là, en fait, avaient déjà provoqué déjà de la portance avec leurs quilles et leurs dérives. Donc vous allez voir qu'après Vendée Globe 2016, on a eu les foils. Mais déjà, sur ce Vendée Globe, donc Vendée Globe 2012, les bateaux cherchaient déjà à faire de la portance. On passe maintenant au Vendée Globe 2016-2017. Alors je ne vais pas parler du bateau, je ne vais pas vous montrer le bateau vainqueur, je vais vous montrer son sister ship. Parce que le bateau vainqueur, c'est le bateau d'Armel Leclage. Bravo Armel Leclage, c'était une très très belle course. Mais il y a des couleurs dessus que je... Voilà. Je n'en dirai pas plus. Et donc on va parler du coup, on va commencer par Safran. Donc qui était le bateau sister ship. Alors lui il n'a pas terminé le Vendée Globe, mais c'était quasiment le même que le bateau d'Armel. Et donc bah 2016, c'est l'apparition des foils. Les petites moustaches, alors là on les voit sous protection, mais on doit avoir des images du bateau sous voile. Et donc les foils qui en 2016 ne permettaient pas au bateau de voler encore. Les formes de carène étaient bien travaillées aussi, hein. Là on voit vraiment avec ici un avant avec une belle forme pour justement toujours éviter cet enfournement. On cherchait bien à éviter l'enfournement parce que là maintenant on a des bateaux qui peuvent, alors qui ne volent pas encore. Les bateaux de 2016 ne volaient pas encore. Ils n'avaient pas cette capacité. Les foils n'étaient pas assez grands et pas assez porteurs pour pouvoir se faire voler les bateaux. Par contre, ils les faisaient, ils les soulevaient un petit peu, quoi. Ils les soulevaient un petit peu. Faut savoir qu'une particularité des bateaux du Vendée Globe 2016, maintenant ce serait plus le cas, même ceux de 2016 c'est plus le cas, mais les bateaux du Vendée Globe 2016 avaient été construits, sauf un, pour pouvoir être convertibles. C'est-à-dire que si on ne savait pas, en fait, en 2016, on ne savait pas si les foils allaient fonctionner. Tout le monde s'est jeté dedans en mode ouais, les foils, les foils, les foils. Bon, il y a un bateau qui a été construit à dérive. C'est le bateau actuellement de Denis Van Uylenbergh. Mais sinon, tout le monde s'est jeté dans les foils en mode ouais, ça va être trop bien, trop bien. Mais bon, est-ce que ça va fonctionner? On n'est pas sûr. On pense que oui. On est quasiment sûr, mais pas à 100%. Donc, ils ont quasiment tous fait, sauf un. On va le voir après. Ils ont quasiment tous fait des bateaux convertibles. C'est-à-dire que si les foils n'avaient pas été convaincants, ils auraient viré les foils, ils pouvaient remettre des dérives et le bateau était toujours... Enfin, était toujours performant, on va dire. Donc c'était le truc de ces bateaux de 2016. C'était d'avoir des bateaux qui pouvaient être convertis d'un mode à l'autre. Et donc on voit très bien la forme de carène qui est toujours travaillée. On a vraiment des formes de carène travaillées. Et après ça a été le bateau du coup de Yannick Bestaven. Et donc c'est le bateau qui a gagné le Vendée Globe en 2020. Enfin qui a fini premier finisher. Enfin qui a gagné le Vendée Globe 2020 avec les compensations. Et on verra sur le 2020, on verra quand même le premier finisher. Et donc voilà, des formes très travaillées, des cockpits qui sont maintenant bien couverts. 2016, on a vraiment dit bon là maintenant il faut vraiment se couvrir. Et on faisait même plus les cockpits avec casquette amovible. Contrairement à 2012 où on avait encore des cockpits avec casquette amovible. Le bateau de François Gabard et de Armel Leclage c'était des casquettes amovibles. Là 2020 on a dit bon allez c'est bon, maintenant ça abrite bien. Et donc du coup on a des casquettes plus amovibles et qui couvrent vraiment bien le cockpit. Comme on peut le voir. Là on peut vraiment barrer et surtout manœuvrer. Régler les voiles en étant totalement à l'abri quoi. Un autre bateau de la génération 2016 c'est Hugo Boss. Et Hugo Boss c'était le seul bateau où vraiment c'est Alex Thompson donc
C'est pas étonnant. Pour moi, c'était le meilleur bateau de 2016. Même s'il a pas gagné. Il aurait pas eu le pet de foil. Pour moi, c'était le premier étranger à gagner le Vendée Globe. Je le dis, je pense que il pétait pas son foil. C'était le premier étranger à gagner le Vendée Globe. Vu comment il s'accrochait, même avec un foil pété. Voilà quoi. C'était le seul bateau qui était construit sans, entre guillemets, sans compromis. Ça veut dire que bah, on n'a pas cherché, il a pas cherché à faire un bateau où on pouvait le reconvertir en dérive après. Non, non, c'est foil, bah, ça va être un bateau, ça va être un foiler. Et donc du coup, tout a été pensé pour le foil. Et c'est vraiment un super bateau qui est actuellement entre les mains de Benjamin Dutreux. Un super bateau très racé, avec des très belles formes. Assez puissant. Donc après, il est devenu Eleven All Racing. Puis, GUI Environnement Water Family. Et donc, il est actuellement sur le Vendée Globe avec Benjamin Dutreux. Mais vraiment, ça a été le bateau pour moi le plus... Où vraiment, Alex a poussé à fond dans le foil, quoi. C'était archi poussé, quoi. Et donc, c'était un plan Loriot Prévost, Guillaume Verdier. Alors que les bateaux de Armel Leclache et la Safran, donc de Morgan Lagravière à l'époque, c'était aussi des Loriot Prévost, Guillaume Verdier. Mais comme je vous ai déjà dit avant, en fait, c'est vraiment en fonction de ce que les skippers veulent, en fait. Hein. C'est vraiment un cahier des charges et on voit. Et on voit après. Et je vous montre un autre bateau totalement différent. Génération 2016 aussi, mais totalement différent. C'est le bateau de Jean-Pierre Dick, Saint-Michel-Virbach. Donc il y a aussi un plan Loriot Prévost, Guillaume Verdier. Mais comme vous pouvez le voir, alors déjà le cockpit ça ressemble un petit peu. Mais la forme de carène, vous voyez, cette espèce de grande ligne, c'est une forme de coque en fait. Hein. Pour éviter que le bateau enfourne, c'est un tout petit peu... C'est un tout petit peu différent de Safran. Et c'est vraiment une génération de bateaux qui a été vraiment révolutionnaire quoi. On est passé sur les foils, on a des formes de coque hein, qui ont encore bien évolué. C'est un super bateau ce bateau. C'est vraiment un super bateau. Et du coup après il est passé entre différentes mains. Et c'est du coup maintenant le bateau de Giancarlo Pedotto. Et comme vous pouvez le voir, Giancarlo Pedotto a arrondi après, mais ça on verra, parce que c'est l'évolution du Vendée Globe d'après. Les coques, enfin les SCO. Et on voit déjà aussi, j'en ai pas parlé, mais on voit aussi ça a commencé à s'arrondir à ce moment-là. Hein. Vendée Globe 2016, on commence à arrondir l'avant. On commence à arrondir l'avant. Vous voyez, l'avant, il commence à être un peu arrondi. C'est pas encore des SCO, mais on commence à avoir des... Au lieu que ce soit pointu, c'est un petit peu arrondi, quoi. Donc, voilà. Et donc, c'est un bateau qui ressemblait beaucoup à Gitana, au Gitana. Parce qu'il a été développé en collaboration avec Gitana. Voilà. Mais vraiment, le Vendée Globe 2016, c'est l'arrivée des foils. C'est des bateaux... c'est le début des bateaux de fou Furax. Et 2020, ça va être encore plus fou. Mais c'est des super bateaux. Et la preuve, hein, c'est que c'est un de ces bateaux qui a gagné en 2020. Donc, c'est que vraiment... C'est une belle génération de bateaux. Maintenant, qui est quand même bien dépassée par ceux de 2024. Mais c'est une belle génération de bateaux. Et c'est vraiment les précurseurs de ce que sont ceux de maintenant, quoi. Faut savoir un truc aussi, c'est qu'en 2016, les bateaux neufs devaient avoir un mât monotype et un vol de quille monotype. Parce qu'avant, il y avait eu pas mal de problèmes, des problèmes de dématage, des problèmes de perte de quille. Et donc la classe IMOCA, pour essayer de régler ces problèmes, a mis mât et quille monotype. On voit que maintenant, il y a c'est limite
Parce que c'est mât surtout. La quille, ça va, c'est bon. Il n'y a pas eu de problème de quille depuis un moment. Mais les mâts ont été prévus pour des bateaux sans foil. Ce qui fait que maintenant, les bateaux avec foil sont beaucoup plus puissants. Et donc, c'est beaucoup plus difficile, en fait, pour les mâts de tenir avec les bateaux actuels. Et un truc qui a été fait sur les bateaux en 2016, sur les anciens bateaux pour le Vendée Globe 2016, c'est que certains ont ajouté des foils. Certains, c'était des foils efficaces, comme pour Maître Coq. Maître Coq avait plutôt des foils efficaces. Il y en a même eu encore des encore plus efficaces après quand il est devenu Initiative. Et certains, voilà. Là, les foils ont encore grandi à partir de ce moment-là. Donc là, c'était pour le Vendée Globe 2020. Et certains ont mis des foils qu'on dira de courtoisie. Alors, c'était pas sur le Vendée Globe 2016, mais plutôt sur le Vendée Globe 2020. Enfin, c'était des foils, pas de courtoisie, mais marketing. Je pense par exemple à la Fabrique. Ou désolé Arnaud, mais la Micaline. Ton bateau, c'était des foils de... C'était des foils marketing, je suis désolé, mais... Ils servaient pas à grand chose, quoi. Voilà. Donc il y a eu vraiment cette folie sur pas mal de bateaux de dire, bah, c'est des bateaux d'ancienne génération, mais on va leur mettre des foils. Vraiment, tout le monde est passé au foil. Quand je vous dis que tout le monde est passé, c'était la folie des foils, c'est vraiment tout le monde est passé au foil. Alors que les mâts, les mâts monotypes, du coup, ils étaient prévus pour des bateaux sans foil. Même si les bateaux, comme j'ai déjà dit, les bateaux de 2012 étaient très puissants. Mais pas autant qu'un bateau à foil. Et maintenant, ça pose quelques soucis. Les quilles, par contre, sont juste top. Et surtout, les quilles, en fait, elles ont été... Les voiles de quilles, surtout. C'est les voiles de quilles qui sont monotypes. Ça a été fait parce qu'en 2012, c'est parti assez loin. Avec, par exemple, Marc Guimot sur Safran qui avait fait une quille, si je me rappelle bien, en titane. Et qui a perdu sa quille au bout de quelques heures de course. Voilà, donc... maintenant, ça s'est réglé. Sur le Vendée Globe 2012, je crois que c'est sur le Vendée Globe 2012, on a eu la dernière fois qu'on a perdu une quille. Ça doit être à Siona. J'ai pas souvenir d'autres pertes de quilles depuis. Donc pour vous dire à quel point ça tient bien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, on n'hésite pas à faire briller le pouce en l'air. On n'hésite pas à commenter et à partager. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Dans une semaine, la troisième partie de cette série de vidéos sur l'évolution des bateaux du Vendée Globe. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur cette chaîne ou sur une de mes autres chaînes ou pour un live sur Twitch et YouTube. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao.